Que n'a-t-on pas encore dit sur le métavers ? Le sujet est dans toutes les bouches, on en entend parler et on voit beaucoup de marques se lancer sur le métavers, les communiqués de presse pleuvent les uns après les autres. Pour autant, quelles sont les vraies opportunités des marques ? C'est ce qu'on va chercher de voir avec la problématique suivante, métavers, opportunité ou opportunisme pour les marques. Et pour y répondre, je suis avec Adrien. Salut Adrien. Salut Thomas. Adrien, t'es lead UX designer et t'es particulièrement à l'affût de ce sujet. La première question que j'avais pour toi, c'est finalement, on parle du métavers, des métavers, j'ai l'impression que voilà, la définition a un peu tendance à évoluer, donc quelle définition peut-être plurielle tu donnes de tout ça ? Alors effectivement, on dit aujourd'hui des métavers. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le métavers, dans sa version la plus idéalisée possible, n'existe pas encore, en tout cas. Il y a un certain nombre d'acteurs qui se lancent dessus et il faut s'imaginer que demain, il y aura très certainement autant de métavers qu'aujourd'hui on a d'applications sur son smartphone. Il y a des plateformes qui vont se lancer, qui vont avoir leur propre vision du métavers. Certains, ce sera VR first, d'autres, donc réalité virtuelle en premier. D'autres, ce seront plutôt du pixel art avec un peu moins d'immersion mais beaucoup plus d'activité potentielle. Voilà, donc la définition des métavers aujourd'hui est un petit peu elle roule un peu toute seule et elle se fait au fur et à mesure des test and learn des plateformes et des styles aussi que chacun impose au fur et à mesure sur ce sujet. C'est ça, on verra qui va réussir à s'imposer, notamment tu le disais, l'enjeu de la réalité virtuelle, donc des fameux casques auxquels on associe les métavers. Faut voir en effet quel acteur arrivera à l'imposer et, c'est ça, et à quel rythme. Aujourd'hui, ce dont on est sûr, c'est que Facebook, en se renommant Meta, s'est un peu approprié le sujet en plaçant un certain nombre de règles comme les règles, disons, les plus idéalisées autour du métavers. Maintenant, on est convaincu et on le sait, la VR sera peut-être pas l'unique point d'entrée. Il y a tout un tas d'autres. Il y aura tout un tas d'autres façons de pouvoir accéder à un métavers potentiel en fonction, évidemment, des devices, donc des appareils dont seront équipés les gens et surtout des usages, puisque tout simplement il y a des gens qui n'auront pas de casque de réalité virtuelle et favoriseront peut-être le smartphone. Donc pas d'inquiétude sur la façon dont aujourd'hui on qualifie le métavers dans son concept. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y aura autant de métavers que d'acteurs qui vont décider de s'imposer dessus, quoi. Ok. Ce qui est sûr, c'est voilà, on aura un monde virtuel en temps réel dans lequel en effet plusieurs personnes pourront venir se connecter, partir, revenir, qui restera et donc qui évoluera, dans lequel il y aura des échanges. Voilà. C'est l'avantage du métavers, c'est que ce sont des univers qui vont être persistants, c'est-à-dire que à l'arrivée et au départ des utilisateurs, des gens qui vont s'engager à travers le métavers de leur choix, le monde lui continuera d'évoluer, donc il est fort probable que pas de pause pour aller manger, quoi. Exactement. Alors pas de pause pour aller manger, même si on n'est pas sur un jeu en ligne, donc ça veut dire il n'y a pas d'objectif à aller s'équiper, aller chercher de la rareté dans des choses qu'on pourrait récupérer et on se dit oh là là, si je suis pas connecté, je vais rater un truc. Dans le pire des cas, ce que vous ratez dans un métavers plutôt abouti, c'est l'évolution de l'environnement qui lui va, en fonction de l'engagement des utilisateurs et de la rapidité à laquelle il va s'étendre, en fait il y a des choses qui vont apparaître et disparaître assez subitement. Il est possible que sur des plages horaires de 24-48 heures on reconnaisse pas certains endroits parce que justement des marques auront influencé l'environnement, les décors, des bâtiments auront poussé, des activités seront disponibles, voilà, il y aura des places avec plus ou moins de gens. Voilà, tous ces phénomènes vont faire en sorte que c'est un monde en perpétuel mouvement et voilà, en expansion un peu comment dire, permanente. Un peu permanente, voilà, ouais. Exactement. OK. Tu l'as dit et c'est bien sûr le sujet qui nous intéresse, il y a des marques aujourd'hui qui s'y lancent. Il y en a beaucoup. Compliqué d'ailleurs parfois de se détacher, espérer faire une demi-heure de veille sans croiser le mot, ça en devient compliqué, c'est particulièrement d'actualité. Est-ce que tu vois des marques qui ont particulièrement réussi à tirer leur épingle du jeu ? Alors il y a ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de marques se lancent et on pourrait penser principalement au retail, mais pas que. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que le retail qui commence à s'intéresser au concept et au principe du métavers. Alors, on peut prendre des exemples les plus parlants parce que les communautés qui sont touchées sont les plus nombreuses. On peut prendre par exemple Epic Games qui est à l'origine de Fortnite, qui
somme toute n'est pas un métavers dans sa forme actuelle parce que on sent qu'elle tend à le devenir, mais qu'elle reste dans sa version pour l'instant un petit peu propriétaire, non ouverte. Ouais. Donc, Epic Games, donc c'est ceux qui font donc des jeux, c'est un éditeur de jeux vidéo. C'est un éditeur de jeux vidéo. Ils ont l'avantage, c'est que dans le principe du métavers, ils maîtrisent parfaitement l'art de la scénarisation, de la spatialisation, et puis du côté social, puisqu'aujourd'hui on peut tout à fait se connecter à Fortnite et non pas seulement pour se tirer dessus dans un battle royale à 100 joueurs, mais aussi pour aller assister à un concert, à un événement, etc. Oui, on s'est beaucoup rattaché à Travis Scott et à Slam parce que ça a été un peu le moment de lancement, parce que ça a été un grand succès. Tout à fait. Mais depuis, on sent que la plateforme tend à devenir beaucoup plus un espace social qu'un espace purement de jeu. C'est ça. Et d'ailleurs, je veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'on a aujourd'hui un peu la part 50-50 entre quels sont les événements disponibles pour aller justement jouer et quels sont les événements qui sont disponibles, les salles qui sont disponibles pour aller vivre en fait un concert, une exposition, etc. Je pense que on n'est pas sur du 50-50, mais on est quand même pas loin de la vérité. C'est déjà un espace de socialisation dans lequel on joue en partie. Oui. Et on fait d'autres choses. Voilà. Et on fait d'autres choses. C'est ça qui est important de se dire. C'est pas juste réduit à aller se tirer dessus. Alors, ce qui est fascinant, c'est que des marques tentent beaucoup de choses sur Fortnite parce que dans un premier temps, il faut le comprendre, c'est 400 millions de joueurs en fait à travers le monde. Donc le pool d'utilisateurs à disposition est énorme pour tester des choses. Je pense notamment à la Balenciaga et Moncler, deux marques un petit peu de luxe en retail qui ont décidé de s'associer donc à Epic Games, plus particulièrement sur Fortnite, pour vendre du cosmétique, donc de l'avatar. Donc du skin, ce qu'on appelle du skin, qui est ni plus ni moins un modèle 3D des vêtements qu'on pourrait acheter dans n'importe quelle boutique Balenciaga ou Moncler. C'est marrant parce que c'est pas non plus explosif, c'est-à-dire que sur 400 millions de joueurs, ils en vendent pas 400 millions, voilà, parce que ça reste quand même pas forcément accessible. Là, je sais que sur les chiffres qui avaient été communiqués, on pouvait compter environ 350 000 ventes pour des doudous de Moncler en fait. Alors c'était vendu 2000 V-Bucks de souvenirs. Alors V-Bucks, c'est la monnaie interne à Fortnite, c'est le concept d'aller échanger de l'argent réel contre des pièces qui leur appartiennent en fait. C'est un peu son portefeuille et l'idée c'est d'acheter un skin. Voilà, on doit être sur du 14-19 euros en moyenne. Ça fait quand même des petites OP à 6-8 millions d'euros de génération de revenus à travers la vente de skins qui sont là pour évidemment séduire les joueurs. Comment on explique? C'est pas le prix d'une doudoune Moncler. C'est pas le prix d'une doudoune Moncler. C'est pas les mêmes chiffres d'affaires, mais plus accessible. C'est pas si symbolique que ça non plus. En effet, voilà, ça commence à compter en millions de revenus pour une opération. C'est pas juste un effet d'annonce. C'est ça. Beaucoup de marques ont pu avoir. Voilà, là, ça y est déjà des premiers résultats et même sans doute des premiers bénéfices parce que ça, c'est pas une opération qui a dû coûter si cher que ça. Non, alors c'est ça. Ce qui est surprenant, c'est de se dire aussi que ce genre d'opération confirme quand même une hypothèse de départ au sujet du métavers qui est que l'incarnation des joueurs dans leurs avatars les pousse de plus en plus à dépenser de l'argent pour acheter des skins justement qui les différencient un petit peu des autres. Parce qu'en réalité, quand on est 100 joueurs, si les 100 personnes avaient le même modèle, les mêmes vêtements, les mêmes chaussures, la même casquette, etc., ça créerait forcément une impression de déjà-vu systématique. Là, le but du jeu dans ce genre d'écosystème, d'environnement, c'est un petit peu de se démarquer. C'est pour ça que les avatars sont ultra personnalisables. On va pouvoir choisir les vêtements, mais aussi la pioche, son truc pour se balader, donc son parachute, etc. Voilà, tout est personnalisable. Ce qui est assez logique si on se dit que ça devient des espaces de sociabilisation. Exactement. Dans des espaces de jeu, bon, pourquoi pas, il y en a des plus coquets que d'autres, mais dans un espace de sociabilisation, forcément, l'aspect de personnalisation est d'autant plus important, et puis c'est le modèle Fortnite. C'est important, je trouve, de rappeler ce truc-là, là où plein d'autres jeux en ligne persistants, je pense à World of Warcraft par exemple, il y avait moyen d'acheter, entre guillemets, des assets, des outils pour être plus performant et plus fort que les autres joueurs. Fortnite, tu peux acheter en effet de la personnalisation que du cosmétique qui te fera pas être meilleur. Non, c'est clair. Tu seras juste plus original que le voisin. Exactement. Pas forcément meilleur joueur.
C'est marrant parce c'est que vraiment leur modèle. en plus ça donne corps à certaines collaborations qui sont en train d'ouvrir. Par exemple, Coachella, donc le célèbre festival, vient de passer un partenariat. Alors ils l'ont annoncé en avril de cette année. Vient de passer un partenariat pour faire des concerts directement dans Fortnite. Donc le concept de la Coachella, en fait, ce sont des salles de concert en plein air où chaque personne peut aller au concert de son choix en fonction des artistes sélectionnés. Là, c'est le même concept. Ce sont des chambres ouvertes, des pièces ouvertes, des instances ouvertes où les gens peuvent se rendre et assister à des concerts. Et évidemment, là, ils proposent tout le panel de cosmétiques autour de Coachella, avec les petits shorts de plage, les ballons, les petites émotes qui vont bien, etc., sur des centaines de personnalisations possibles. Donc au final, ça ouvre le champ des possibles pour renforcer cette incarnation aux joueurs quasiment illimitée. Les tarifs sont relativement accessibles, mais néanmoins, effectivement, il faut moyenner quelques dizaines d'euros parfois pour obtenir le skin qui différencie du voisin. Et voilà, c'est un peu, voilà, ça fait peut-être partie des 2 OP marquantes, ouais. Bah, ce qui est fort, c'est qu'on peut discuter du fait que Fortnite soit déjà un métavers, au sens où il y a beaucoup de choses, où, en effet, la fameuse réalité virtuelle, la monnaie qui est pas tout à fait basée, en effet, sur les technologies de blockchain, etc. Mais on sent que les prémices sont là et surtout, la communauté est déjà là. Tu l'as dit, c'est en effet des centaines de millions de joueurs qui, pour le coup, sont déjà familiarisés avec tout l'univers. Donc c'est vrai que pour lancer des OP et pour apprendre, c'est une plateforme qui est intéressante, je trouve. Est-ce que tu vois d'autres opérations marquantes ces derniers temps? Oui, on a Gucci par exemple sur Roblox. Alors Roblox, pareil. Alors Roblox peut-être par rapport à Fortnite est ce qui s'apparente le plus à la version idéalisée du métavers, avec la VR en moins pour le coup, mais ils ont tout un tas de systèmes où en fait ils commencent à intégrer de la crypto-monnaie, etc. Il y a des achats d'espaces qui sont possibles, donc les marques peuvent venir acheter des espaces pour venir s'exprimer. C'est aussi peut-être dans un contexte de métavers au sens où on l'entend, une des communautés les plus actives, c'est je crois un peu plus de 2 à 3 millions d'utilisateurs actifs en simultané, ce qui est quand même pas mal du tout. Alors la cible de Roblox n'est pas la même cible que Fortnite, on est sur une cible beaucoup plus jeune, et justement Gucci a ouvert par exemple un espèce de musée, un musée où en fait on peut venir voir des œuvres qui ont été faites et adaptées uniquement dans l'univers de Roblox. Voilà, on peut se balader, découvrir l'environnement. C'est souvent les décors sont à l'image de la marque et elle s'amuse à créer soit des items, soit voilà des décors, des bâtiments quoi. Ouais. Donc tout l'enjeu étant de prolonger l'expérience de marque, ou en tout cas de proposer une expérience de marque qui puisse servir. Bon là en effet il y a un enjeu d'audience et vraiment de nombre de personnes disponibles et puis d'association avec la marque qui fait qu'en effet c'est vrai que Roblox là pour l'instant c'est très jeune. Maintenant on sait que ça va très vite aussi et que ça va se développer relativement rapidement sur ce type d'univers, de métavers. Est-ce que tu vois d'autres points intéressants? Là, je trouve qu'il y a un bon moyen de révéler l'expérience de marque dans celui-ci. Alors, un de ceux qui a été marquant ces derniers temps, c'est Amazon, donc a décidé de se lancer sur Decentraland, qui est une des autres plateformes. Vous voyez, on a 3 exemples et finalement on a 3 plateformes, donc ça veut bien dire, ça confirme bien le fait qu'aujourd'hui des métavers, il y en aura autant que d'acteurs. Alors Decentraland est aussi un petit peu comme Roblox, peut-être le plus abouti dans la version qu'on s'imagine du métavers. Et sur Decentraland, ce qui est intéressant, c'est qu'Amazon a opté pour le lancement du OnePlus 10 Pro, qui est un téléphone portable qui a été annoncé et unboxé, donc déballé, dans le métavers de Decentraland directement. Et les premières ventes ont eu lieu au sein de Decentraland. Alors, moyennant en plus, et ça c'est pas des moindres, de la crypto-monnaie. Ça veut dire que c'est un téléphone qui était vendu physiquement, puisque l'intérêt c'était de le recevoir quand même chez soi, mais dont toute l'exploration, la découverte, l'unboxing a été fait en virtuel et principalement sur ce métavers-là. Alors je sais pas combien de ventes, ils communiquent pas forcément les chiffres sur combien il y avait de personnes, combien de ventes ils ont effectuées, comment s'est passé l'unboxing, mais les premières images qui ont été données, les captations vidéo qui ont été faites sur cet événement étaient assez prometteurs. On y voit quand même des centaines de personnes déambuler autour d'un espèce de smartphone géant en 3 dimensions
informations que les gens pouvaient manipuler, tourner autour, voilà. Et je trouve que le concept est assez intéressant. Donc on voit sur ces 3 exemples que finalement chacun a opté pour tester 3 choses un petit peu différentes et chacun va en tirer les leçons de est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce qu'on capte la bonne audience, est-ce que ça plaît aussi, et en fonction de ça ils peuvent mesurer un petit peu le succès et éviter aussi les échecs, et puis aussi apprendre de ces échecs là s'ils existent et quand il y en a. En effet, on imagine qu'il peut en avoir. Ce qui est intéressant sur ces 3 exemples, c'est qu'on ouvre un petit peu on voit le champ des possibles, qui est en réalité beaucoup plus large, de donc vendre des produits avec Moncler, davantage de proposer une expérience de marque, mais qui est plus clairement de l'ordre de la com, en effet, de faire rayonner son image de marque à travers un lieu. Et le dernier, qui est une manière vraiment non seulement de en effet de communiquer un produit, ouais, puis c'est de l'hybride, même de le vendre, de manière un peu hybride. Je trouve ça intéressant parce que ils ont mêlé ce qu'ils auraient pu faire simplement en e-commerce, puisqu'Amazon aurait pu se baser sur leur cœur de métier. Apparemment, ils sont pas mauvais là-dessus. Voilà, faire de l'e-commerce, et puis là ils ont choisi une plateforme Decentraland pour essayer de pousser un unboxing et de la vente intra-métavers sur la base de crypto. Je trouve que c'est assez osé, et je trouve que c'est relativement intéressant. Je trouve aussi le fait de pas imaginer simplement une OP qui, en effet, certes est dans un métavers, mais reste dans un métavers et a vocation à rester là. Et au contraire, d'avoir en tête ce rapport hybride de, voilà, vous pouvez acheter quelque chose à un endroit et ensuite ça aura une réalité concrète. C'est sans doute pas la seule manière, bien sûr, pour les marques de se positionner sur le métavers, mais c'est intéressant. Déjà parce que ça peut être plus facile d'emmener les gens vers le métavers en le prenant, en ayant un lien avec l'aspect physique. Ça rend les choses un peu plus simples, un peu plus concrètes. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses originales à imaginer. Ouais, je pense qu'il y a des ça va être un bac à sable pour les créateurs d'expériences, pour les agences qui vont vouloir aussi proposer de nouvelles stratégies autour d'événements, des stratégies de marque au sens large, pour essayer de proposer justement un petit peu une façon de communiquer nouvelle, complètement différente. Et en plus, on a la capacité de faire de l'hybridation, c'est-à-dire de pouvoir mixer les événements réels et les événements virtuels. Et c'est là où je trouve que c'est tout l'intérêt et la magie qu'opère un petit peu ce métavers. C'est le champ des possibles qui Je trouve que c'est la définition même, en réalité un peu étymologique, du côté de, voilà, l'idée étant pas de recréer un univers à côté. Non, c'est d'aller au-delà. Voilà, c'est de créer quelque chose au-dessus. Exactement. Et en rapport, je trouve que c'est finalement la définition la plus fidèle, au moins d'un point de vue étymologique, de ce que doit être le métavers. C'est une prolongation de l'existant. Tu l'évoquais avant, il y a des bonnes pratiques, il y a plein de choses à tirer des quelques exemples que tu as donnés. Il y a aussi plein de bonnes pratiques, en tout cas de choses à tirer de fails. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de marques se sont lancées et certaines ont eu pour le coup moins de chance que d'autres. Quel exemple t'as et quelles conséquences tu tires de tout ça? Alors des fails, il y en a. On peut prendre par rapport à certaines marques. Là, par exemple, sur Roblox, alors ça a quelques mois maintenant, mais Paris Hilton a décidé de lancer sa propre île sur Roblox, ce qui en soi fondamentalement est pas une mauvaise idée puisque Paris Hilton est sa propre marque à part entière. Voilà, mais le problème c'est que il faut faire très attention de comment on le fait, pour quelles raisons, quelle est la vraie proposition de valeur derrière l'idée d'aller rejoindre un métavers et qu'est-ce qu'on propose comme expérience aux gens qui se trouvent dans la plateforme que l'on choisit. Là, en l'occurrence, elle s'est lancée sur Roblox. Roblox, la moyenne d'âge, elle doit être entre 8 et 10 ans, 8-12 ans. Et en fait, l'expérience qui était proposée, à mon sens, moi, je trouve que c'est un fail, ça a été d'aller, en fait, exposer un petit peu sa villa. Venez visiter la villa que j'ai dans la vie réelle, on l'a refaite en 3D, vous pouvez aller la visiter. Voilà le nombre de voitures que j'ai, voilà les fringues, voilà, regardez ma garde-robe en 3D, comment elle est trop belle, etc. Et je trouve que c'est un fail parce qu'en réalité, alors d'une, ça sert un peu le discours de pertinence et pourquoi elle y est allée. Et puis surtout, à mon sens, c'est de l'égocentrisme poussé à son extrême en réalité. C'est-à-dire que c'est payant aujourd'hui d'aller sur Roblox, de se faire ouvrir une île pour aller y mettre des modèles en 3D pour l'ouvrir au public, sachant que l'utilisateur, lui, ne paye pas. L'accès à l'île, ça n'est pas payant en fait. Donc, après, c'est son modèle. Voilà. Elle vend, en effet, mais est-ce que c'était la bonne plateforme? Son lifestyle, voici ma vie. Mais il y a d'autres canaux pour ça aussi. Est-ce que c'était la bonne plateforme? Est-ce que c'était la bonne audience? J'en suis pas convaincu, voilà. Puis c'est vrai que l'expérience proposée est peut-être un peu faible.
Un petit peu faible. Ouais, je l'ai trouvé assez limitante. En fait, la proposition de valeur derrière était imperceptible, elle était compliquée. Voilà, ça a fait réagir et à juste titre, comme toutes ces sorties en réalité pratiquement qui sont là pour faire couler de l'encre et parler et voilà. Et ça marche. Et ça marche tout à fait. Maintenant, ça ne sert pas forcément le bon côté du discours qui est lié au métavers, qui est aussi de proposer des choses pertinentes et puis qui sont aussi à valeur ajoutée et porteuses de sens en fait pour les gens qui s'y trouvent. C'est ça, ouais. Pour les marques, il faut que ça puisse avoir du sens avec l'existant, avec aussi leur culture, et que ce soit pas aussi gratuit. Est-ce que tu vois d'autres contre-exemples, ou en tout cas voilà de cas dont on peut apprendre? Carrefour a tenté un truc, alors non assumé sur la globalité de la chaîne dans la stratégie qu'ils avaient mis autour d'intégration au métavers. Donc, pour resituer le contexte, Carrefour fait l'acquisition d'un terrain sur Sandbox, voilà, pardon. Donc sur Sandbox, qui est le Frenchie du métavers en réalité, univers assez pixelisé, pixel art, un peu comme ça, et qui vend des terrains à l'ère de pixels en fait. Donc ils ont payé un terrain l'équivalent de 300 à 350 000 euros, qui représente aujourd'hui 120 Ethereum si on part sur le cours actuel. Un terrain pour être présent, et à juste titre, puisque Sandbox est en vogue, c'est une licorne en plus, donc elle est très en vogue, et donc la coloniser un espace où la concurrence est faible, c'est pas une si mauvaise idée en réalité. Faut y aller, faut faire acte de présence. Ils ont rien à y vendre dans l'immédiat, mais c'est pas grave, ils font acte de présence. Le couac dans cette histoire, c'est que ils ont été plus loin, c'est-à-dire ils ont commencé à prendre goût, à parler du métavers, à se dire regardez, on va même plus loin, on fait passer nos entretiens d'embauche dans le métavers. Et les gens ont tiré le lien de l'achat du terrain avec la pertinence d'aller tirer de faire des entretiens d'embauche. Sauf que les entretiens d'embauche n'étaient pas du tout sur le terrain qu'ils ont acquis. C'était complètement hors métavers. Ils se sont entourés d'une agence qui les a accompagnés, et en fait, faute de moyens techniques aussi, potentiellement de temps, ils ont été contraints de composer. Et le problème, c'est que la communauté est pas dupe, surtout sur les gens qui sont très en veille sur ce que fait le métavers. Aujourd'hui, les personnes connectées, en effet, sont très early adopters, donc en effet, une bonne compréhension quand même de cette réalité-là. Donc quand on poste sur Twitter et qu'on fait la promotion en fait d'événements liés au métavers, et que ça se reconnaît très rapidement qu'on n'est absolument pas dans un métavers connecté, donc persistant, côté social, etc. Ça se voit tout de suite, et les gens ont tiré tout de suite le lien. Et donc ça a beaucoup, sur Twitter, on s'est beaucoup moqué de Carrefour en disant ok, vous achetez des terrains, mais en fait vous y allez pas, donc vous parlez de métavers, mais vous l'assumez pas complètement, puis finalement vous faites le choix de la facilité en optant pour une simple salle VR, tout en disant à tout le monde que vous faites du métavers. Voilà, c'est pas très grave. C'est pas très grave en soi, ça a pas beaucoup écorné l'image de non, mais Carrefour. C'est un petit fail, parce que quelque part il aurait fallu assumer le truc jusqu'au bout. Je pense qu'il y avait plein de choses à faire autour de Sandbox pour rendre ça possible, et surtout commencer à montrer que le métavers, c'est pas juste idyllique, idéalisé, qu'il y a moyen d'interconnecter les expériences entre l'achat d'un terrain et la possibilité d'y être physiquement. Il aurait fallu trouver, voilà. Je pense que ça a été un peu maladroit, et c'est surtout qu'ils ont enflé ça, c'est ça. Ils ont tweeté, fait des communiqués de presse, et ça, malheureusement, la communauté c'est un peu jeté dessus pour se moquer d'eux. Donc c'est Twitter aussi, ça compte pas. Voilà, c'est un fail un peu, c'est pas ultra grave. Et de l'approche en tant que telle, donc en effet, voilà, il y a sans doute eu des aspects techniques, ou en tout cas, voilà, ils ont pas réussi à aller vraiment au bout de leur promesse de vraiment faire des entretiens dans le métavers, mais cette idée d'y aller et en effet de tester des choses, pas forcément abouties. C'est en partie le cas de Carrefour. Qu'est-ce que t'en penses de cette démarche entre laquelle il faut y aller, qui t'aide à faire acte de présence pour toi? Alors, je pense qu'on est dans la version un peu rudimentaire de ce qu'est le métavers. On prend pas d'énormes risques à être présent à un endroit à partir du moment où ça sert, on va dire, un petit peu le test and learn autour de ce concept-là. C'est-à-dire, venez, on teste tous ensemble et on apprend. Il y en a qui vont faire des erreurs, d'autres qui vont avoir des succès, etc. Le but, c'est un peu de s'entraider, hein, entre guillemets, sur cette nouvelle technologie, enfin, cette nouvelle itération d'Internet, puisque si demain on considère que c'est le futur, il faut bien tester. Donc, y aller pour faire acte de présence, oui, je pense que c'est
c'est tout ce que ça englobe au final autour. Est-ce qu'on a besoin d'en faire des grosses stratégies de communication? Est-ce qu'on a besoin au risque de paraître ridicule aussi parfois, est-ce qu'on a besoin de comment dire, de rouler un petit peu le truc dans la farine? Je pense pas. Il faut tester, c'est sûr. Il faut communiquer, mais il faut rester vachement humble sur ce qu'on fait et surtout être super transparent. Ça sert à rien de dire venez, on est les premiers à avoir fait des entretiens dans le métavers alors qu'il y avait rien de métavers. C'est contre-productif parce que ça va intéresser beaucoup de marques qui vont se dire tiens, quels moyens techniques ils ont développés pour faire ça, qu'est-ce que ça leur a coûté, etc. Et finalement, quand on creuse un peu, il y a rien de tout ça puisque ça a été fait dans un environnement qui n'était pas le métavers, non connecté. Et c'est déceptif en fait. Donc je trouve que on y va et on teste. C'est ça. Si j'avais des conseils à donner aux marques qui veulent se lancer dans le métavers, c'est ça, c'est acculturez-vous. Essayez de comprendre pourquoi le métavers répond à un ensemble de règles, pourquoi on parle de décentralisation, pourquoi on parle de Web3, comment les cryptos viennent jouer les cryptos et donc le principe de la blockchain vient s'intégrer dans le concept du métavers. C'est vrai que c'est pour ça qu'on parle aussi de plus en plus de Web3, parce que parler du métavers sans parler des autres sujets qui sont aussi très techniques derrière, c'est-à-dire la partie NFT, la partie crypto, blockchain. Enfin, on sent bien que compliqué d'aborder le sujet par un angle sans tout de suite devoir rattacher tous ces sujets qui sont assez compliqués. Ouais, ça ressemble un petit peu aujourd'hui dans les années 90 quand on commençait à parler de stratégie digitale. On savait pas sur quoi on allait se lancer, est-ce que ça allait être des pages web, etc. Les gens savaient pas où aller. Puis ça paraissait tellement technique, quoi. Il faut héberger une page sur un serveur, il faut donner l'autorisation d'aller sur ce serveur, il faut un nom de domaine. Tout ça, ça paraissait ultra obscur à l'époque. Aujourd'hui, tout est évident. On sait que pour lancer un site internet, il faut un nom de domaine, il faut un hébergement, il faut un framework sur lequel on se positionne, il faut, il y a tout un tas de règles. Aujourd'hui, le métavers est exactement à ce stade-là. On sait qu'il va falloir un certain nombre de paramètres pour le rendre possible et tangible. Il y a des choix qui s'opèrent, il y a des choix de crypto à faire, il y a des plateformes à sélectionner, il y a est-ce qu'on le fait en immersif ou pas, est-ce qu'il est interopérable ou pas. Il y a plein de choses. Voilà, c'est pas grave en soi. C'est pas grave en soi de pas maîtriser l'ensemble de tous les tenants et aboutissants tant qu'on comprend un peu l'intérêt d'y aller. C'est-à-dire nouveau canal, nouvelle opportunité, en tout cas d'aller tester de nouvelles choses. Je réinsiste sur le fait que le plus important à mon sens, c'est de s'acculturer, d'essayer, de tester, de créer des équipes dédiées autour du métavers, des gens en veille. Donc il faut que les marques commencent à incarner aussi le concept de métavers en interne pour se maintenir à l'affût, en veille permanente de que font les autres, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi telle plateforme est plus en vogue que celle-là, qu'est-ce que ça implique, etc. pour pas se lancer à corps perdu dans un truc que personne ne maîtrise finalement, et puis pour avoir des résultats qui sont finalement assez déceptifs. Voilà. Ouais, donc faut y aller, apprendre, rester humble. Et puis, mais c'est vrai qu'en effet, même les acteurs qui font aujourd'hui les métavers, en réalité, sont en train d'apprendre de leurs erreurs. Elles-mêmes aussi, voilà, savent pas trop demain ce que donnera leur plateforme. Donc, il y a quelque part, on apprend tous ensemble d'univers qui sont en train de se développer. Le métavers est une open innovation. Hein. C'est vraiment le principe d'ouvrir cette innovation à tout le monde. D'ailleurs, la communauté est fascinante. Il y a un partage de connaissances et de technicité, etc. De techniques, d'ensemble d'éléments en fait qui sont assez incroyables. Personne ne garde tout pour lui en fait. Aujourd'hui même dans les règles, dans le Web 3, ce qui essaye d'être aujourd'hui un peu ouvert, c'est de se dire on est tous dans le même bateau. Les gens seront potentiellement pour beaucoup dans le métavers demain. Entraidons-nous. Comment je fais que ma doudou de Montclair, elle soit accessible dans ma plateforme Fortnite et puis qu'elle soit utilisable dans Horizon World de chez Meta? Comment ce que j'aurais acheté comme voiture dans Horizon World sera utilisable à la fois dans Roblox et à la fois dans Decentraland? Ils ont tout intérêt à se parler, ces gens-là. Et ces marques, en tout cas, les plateformes et les marques ont tout intérêt à ouvrir le dialogue entre elles pour rendre interopérable ce qu'elles vont vendre. Il y a plus d'intérêt d'être propriétaire de ce que je te vends. Donc interopérable
C'est-à-dire que voilà, si tu es propriétaire de quelque chose dans un univers, dans un métavers, tu pourras potentiellement, tu le seras toujours dans une autre plateforme. Il sera associé à ton compte en fait. C'est ça, voilà. Indépendamment Thomas, de l'univers dans lequel tu es. d'une doudou de Moncler. Cette doudou de Moncler, il pourra l'utiliser dans autant d'univers persistants qui répondent aux règles du métavers du Web3. Ah oui, finalement, donc si j'en achète une aujourd'hui sur une plateforme, j'ai tout intérêt à ce que demain elle soit transférable sur les autres parce qu'elle prendra d'autant plus de valeur et d'utilité. Au final, il n'y a rien d'inventé. Aujourd'hui, si tu te rends dans une boutique et que tu achètes une doudou de Moncler ou un sac Balenciaga c'est cher. et que tu l'achètes en boutique, tu peux le porter au cinéma, au restaurant, en station de ski, dans le métro, etc. L'interopérabilité, elle s'impose dans le métavers pour s'affranchir des espèces de limites techniques qui dit oh bah zut, alors mon truc acheté dans Fortnite, je ne peux l'équiper que dans Fortnite, c'est vraiment dommage. Donc ça aussi, c'est quelque chose, c'est l'avenir de pouvoir vendre des objets qui sont interopérables et échangeables aussi, puisque l'intérêt c'est d'être propriétaire de ce bien numérique là et de pouvoir t'abordais tout à l'heure le concept de NFT, c'est de se dire quand même je suis propriétaire d'un objet qui est valorisable, qui a une valeur plus ou moins rare, ça les éditeurs choisiront. Il y a par exemple si Moncler avait décidé de lancer 500 doudounes Moncler dans Fortnite, bah évidemment la rareté et l'offre et la demande imposent une forme de rareté sur l'objet, et s'il avait été changeable, il aurait pris en valeur. Mais c'est un peu le même concept en fait. Donc interopérabilité plus propriété numérique, je te laisse imaginer ce que ça commence à laisser entrevoir comme opportunité de faire valoriser des biens à l'intérieur du métavers. C'est un peu tout le principe. On comprend mieux les opportunités. Exactement. Et pour les marques, mais aussi, voilà, en effet, pour n'importe quel acteur. En tant qu'utilisateur aussi, de pouvoir se dire, bah, je dispose d'une valeur, quelque chose qui a de la valeur. C'est pas parce que je l'ai acheté, c'est rééchangeable, c'est revendable, voilà. Ok. Écoute, on y voit plus clair sur, à court terme, un petit peu ton conseil, voilà, de se lancer avec une forme d'humilité, de tester, d'apprendre tous ensemble, d'être transparent aussi. Et c'est vrai que c'est l'un des points, voilà, on est sur une culture qui est assez ouverte, les acteurs parlent de roadmap, donc donnent des feuilles de route et admettent que tout reste à faire. Si on essaie de se projeter un peu plus loin, voilà, une fois passé la phase de test à court terme, demain pour toi c'est quoi le futur, quelle place en tout cas aura le métavers demain à l'avenir pour les marques? Est-ce que ce sera central? Est-ce que ça... Ouais, je vais commencer par nuancer mon propos sur déjà le fait que tout se jouera pas dans le métavers. Voilà, le métavers c'est une opportunité de dingue pour les marques, pour les éditeurs, pour les gens qui font de l'infrastructure, pour les cryptos, pour beaucoup de choses. Tout se jouera pas là. Internet n'a pas tué la télé. Le métavers tuera pas Internet, la télé, la radio et tout ce qui existe. C'est vrai que ces formulations du Web 2.0, Web 3.0 laissent penser que tout ce qu'il y avait avant est balayé d'un coup, ce qui est rarement une réalité. Le web est une itération. L'histoire d'Internet, c'est une petite histoire. C'est Web 1, Web 2, Web 3. Bon, on est à la 3e itération, on va dire. Ça va pas balayer d'un revers de manche absolument tout ce qu'il y a eu avant. En revanche, ce qui est fascinant, c'est de se dire que ça va apprendre de toutes les erreurs qui ont été faites avant. C'est important de bien comprendre ce concept on fera pas les mêmes erreurs en Web 3 qu'on l'a fait en Web 2. En Web 2.0, on sait pertinemment que l'engagement des gens sur Internet, donc l'engagement des utilisateurs, n'est pas récompensé de manière très juste. Par exemple, on a des influenceurs qui vont s'engager énormément sur une plateforme et qui vont récupérer, alors certes, parfois c'est des sommes astronomiques au regard des millions de vues qu'ils font, etc. Le Web3, il va s'affranchir de ces modèles-là, c'est-à-dire du modèle de se dire la valeur que je génère ne me revient pas. Le Web3, ce qu'il va prôner, c'est la valeur générée par un utilisateur au regard de son engagement lui revient à lui avant tout, et pas uniquement à un Google, Facebook, Instagram, Snapchat ou TikTok, etc. Donc l'idée, c'est quand même de permettre aux créateurs de valeur, créateurs de contenu, créateurs de valeur de manière générale, de pouvoir être récompensés en fonction de leurs engagements. Aujourd'hui, l'engagement, il n'est pas récompensé de manière équitable. Les données sont souvent revendues. Finalement, on touche qu'une petite infime partie de la création de valeur qu'on a apportée, le reste finit dans la poche des GAFAM, en fait, tout simplement. Le Web3, ils en sont convaincus et même on obtient un consensus autour de ce principe-là, de se dire on fera pas les mêmes erreurs, les données appartiendront aux gens avant tout,
Et ceux qui créeront de la valeur en récupéreront évidemment la majeure partie. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc tout se passera pas sur le métavers. Il faut le traiter comme un canal supplémentaire. Voilà, aujourd'hui, on fait des stratégies de médiatisation sur les réseaux sociaux, sur diverses plateformes, voilà, radio, télé segmentée. Et bien demain, le métavers sera un de ces fameux canaux sur lesquels on peut se dire bah tiens, on va en parallèle de tout ça, on va ouvrir notre boutique sur tel métavers, telle plateforme, on va s'associer à telle crypto pour pouvoir permettre aux gens qui sont voilà sur cette crypto de pouvoir acquérir un bien par le biais de cette monnaie, ces crypto-monnaies-là. Donc voilà, et puis surtout il faut le voir comme un avantage concurrentiel. Là où la marque va être sur un métavers, si l'autre n'y est pas, c'est un avantage. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est d'être présent là où sont les utilisateurs. Et puis c'est surtout de se dire bah si celui d'à côté l'a pas fait, et que moi je le suis, bah j'ai un avantage, certain. C'est vrai que ça crée de nouveaux canaux qui ne sont pas encore saturés. Exactement. Ça va venir vite. Mais ceci dit, en effet, on sent que tu as parlé de bac à sable pour créatif. Je trouve, en effet, il y a vraiment ça. Le terrain de jeu est super large parce qu'il y a toute la logique d'expérience qui ouvre aussi de nouvelles choses. Et il demande à être colonisé en plus. Donc, il va y avoir du monde. Donc, ouais, il y a ça. Puis là aussi, sans doute que l'une des clés, mais comme sur tous les autres canaux et comme depuis la nuit des temps, finalement, ça va être le fait de trouver une idée qui soit forte, qui ait de la cohérence aussi avec l'existant pour la marque. D'ailleurs, dans les quelques contre-exemples, on a pu le voir, en effet, c'est tout l'enjeu étant aussi que ce soit cohérent au vu de la cible, au vu de la culture, et puis de trouver un moment une grande idée aussi qui ait vraiment du sens créativement. On peut aussi relativiser en se disant, évidemment, là où sont les utilisateurs, quand on voit les chiffres astronomiques je crois que tout métavers confondu, même dans leur version rudimentaire, on est à 130 millions de personnes présentes sur ces nouveaux canaux. Aucune marque fera l'économie de sa présence sur un endroit où il y a un potentiel à 130 millions d'utilisateurs actifs qui se baladent et qui déambulent dans des espaces qui pour certains sont vides de concurrence. Ça, il faut bien le comprendre, et surtout dans une optique de génération de revenus. Un métavers, si c'est persistant et qu'il y a des utilisateurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'on a une boutique qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va pouvoir vendre des objets virtuels ou des objets hybrides, donc physiques, digitaux, ou tout ce qu'on peut imaginer autour de ça, ils en feront pas l'économie. Ils iront parce qu'il y a un potentiel business qui est énorme d'être là où sont présents les gens. Ça va favoriser plein de choses. L'hyper-accessibilité, il va falloir être disponible tout le temps, l'hyper-personnalisation, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on sait de toi, on va pouvoir t'aiguiller vers une boutique ou une autre, etc. Les plateformes vont être à sélectionner avec grand soin pour essayer d'être au plus proche de sa cible, etc. Et tout ça va vivre jour et nuit finalement. Donc je trouve ça... C'est là où ça prolonge vraiment l'existence du e-commerce, qui a déjà certaines des qualités que tu as évoquées, mais sans cette logique d'expérience, ou en tout cas avec une logique d'expérience qui est assez faible en réalité en termes d'immersion, voilà, sur un site e-commerce n'est pas pensé pour une logique d'immersion, de personnalisation, certes dans le sens où tu as des filtres, mais ça va quand même rarement plus loin aujourd'hui, et de recommandations via un algorithme qui regarde un petit peu ton historique de recherche, mais voilà, on sent bien qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de choses, en effet, dans une logique de vente. Ouais. Et je pense très sincèrement qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Les technologies évoluent super vite, on voit déjà les efforts qui sont faits en termes de réalité virtuelle. Là, Meta récemment vient de faire des annonces autour de tu sais, aujourd'hui en fait quand on utilise un casque de VR, on est équipé de 2 manettes qu'on manipule avec les mains, et aujourd'hui on n'en a plus besoin. On a une reconnaissance de gesture qui se fait avec les doigts, dont on n'a plus besoin de manette, etc. Donc on voit que tout va bouger, et donc les expériences seront plus du tout les mêmes. Alors attends que je me projette, donc tu gardes toujours le casque pour le coup que tu as. C'est ça, mais tu peux poser tes manettes sur ta table et les oublier, puisqu'en fait le casque va reconnaître tes mains et va te permettre, avec un système de gesture, donc doigt vers le haut, doigt ouvert, doigt vers le bas, doigt ouvert ou doigt fermé, de pouvoir faire un certain nombre d'actions. Et c'est impressionnant, et ça ouvre un potentiel expérientiel assez incroyable. Je pense pour le coup, là, j'en reviens sur la partie plus UX aussi de ton activité. J'imagine qu'en effet, le fait de retrouver des signes, de recréer des interactions comme ça, voilà, à partir créer un nouveau langage avec les mains ou avec d'autres éléments, je pense que c'est un grand bac à sable pour créatifs, pour trouver des grandes idées pour les marques. Exactement. C'est aussi un grand bac à sable, je crois, pour tous les UX designers, en effet. Oui, on a de beaux jours devant nous encore. Je crois bien.
Écoute, merci, on arrive à la fin de cette intervention. Merci beaucoup Adrien, Je t'en on y voit beaucoup plus clair sur le futur des marques du métavers, c'était passionnant. Merci beaucoup. Et puis merci à vous d'avoir suivi cette intervention UV sur le métavers. Je pense qu'on va continuer de parler de ce sujet et de plein d'autres sujets de rapport avec les marques, en rapport avec la technologie sur notre site thelinks.fr. Merci.